Chers étudiants, bonjour. Aujourd'hui, on va voir la stratégie d'exploration biochimique des endocrinopathies, c'est-à-dire on va voir les principaux axes hypothalamo-hypophysaires. Donc, je vais essayer, puisqu'il y a plusieurs axes, on va le faire en plusieurs parties et je vais commencer par l'axe thyroïdien. Alors, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que l'hypothalamus, elle contrôle tous les glandes endocriniennes, puisque c'est à partir de l'hypothalamus où on va avoir la stimulation des différents organes endocriniens. Alors, vous avez la partie anté-hypophyse, où on va avoir la sécrétion de la GH, de la CTH, donc on aura 5 axes. La croissance naturelle avec l'hormone de croissance, la GH, la corticocérénale sous l'influence de la CTH, la thyroïde, on va voir aujourd'hui l'exploration biochimique de la thyroïde, donc principalement par la TSH, les hormones FSH et LH, d'accord, et vous avez la post-hypophyse avec deux principaux hormones, l'ocytocine et l'hormone antidiurétique, l'ADH. Donc avant de commencer l'exploration biologique, une notion très importante sur ce qu'on appelle les valeurs de référence. Ce que vous devez savoir, c'est que en biochimie, chaque paramètre a des valeurs. Ces valeurs peuvent varier d'une région à une autre et d'un laboratoire à un autre. Donc les valeurs des différents paramètres peuvent varier fortement d'un laboratoire à l'autre. Il est donc utile de se référer aux valeurs de référence communiquées par le laboratoire ayant effectué l'analyse en question. D'accord? Donc il ne faut pas se fier aux valeurs qui sont dans la littérature, il faut toujours demander les valeurs de référence qui sont utilisées par le laboratoire en fonction des kits de dosage utilisés. Alors concernant l'axe hypothalamo-hypophysaire, donc on va voir l'axe principalement l'axe thyroïdien. Ce qu'il faut savoir, c'est que la TRH qui est libérée par l'hypothalamus va stimuler la sécrétion et la synthèse de la TSH, c'est la principale hormone qui va donner naissance aux hormones thyroïdiennes. La TSH, elle est sécrétée par l'hypophyse. Donc la TSH, elle va être donc sécrétée par l'hypophyse, donc l'anté-hypophyse. Donc c'est une hormone qui est sécrétée par l'hypophyse antérieure ou l'anté-hypophyse. Donc c'est une hormone hypophysaire qui va réguler par rétrocontrôle la sécrétion donc, des hormones thyroïdiennes, l'hormone T3 et T4. Cette TSH, elle va augmenter la réabsorption intestinale de l'iode qui est nécessaire à la synthèse de ces hormones thyroïdiennes et augmente donc la synthèse d'hormones thyroïdiennes. Alors les hormones thyroïdiennes sont fabriquées donc, à partir de l'iode minéral trouvé soit dans l'alimentation ou dans les eaux de poisson. Il existe deux types, donc la T4 qui est la tétraiodotyronine ou thyroxine qui contient donc 4 atomes d'iode, c'est pour ça on dit tétra. Et vous avez la T3, la triiodotyronine qui contient donc 3 atomes d'iode. Ce qu'il faut savoir, c'est que la sécrétion des hormones thyroïdiennes est contrôlée par la TSH qui est sécrétée donc par l'hypophyse ainsi que par les apports en iode par un mécanisme de rétrocontrôle. Donc le taux d'hormones libres circulant va régler également l'activité de la thyroïde. Donc c'est une autorégulation, on va avoir un feedback négatif. Alors au laboratoire, ce que nous dosons, ce qu'il faut savoir, qu'il y a la T4 ou T3 totale et il y a la T4 et T3 libre. Donc ce que nous dosons, c'est les formes libres parce que c'est les formes qui sont actives biologiquement. Alors ces hormones thyroïdiennes, sont donc sécrétées dans le sang en fonction des besoins. Elles ciblent presque toutes les cellules du corps, mais particulièrement sur les métabolismes. Donc ils vont agir surtout sur le métabolisme glycidique où il augmente le catabolisme du glucose, métabolisme lipidique où il augmente donc la lipolyse, le métabolisme protidique, augmentation du catabolisme azoté, dans le métabolisme hydrique, dans le métabolisme de base avec production de la chaleur surtout, donc effet calorigène.
Il contrôle le fonctionnement normal du myocarde et de contraction, surtout les muscles périphériques, contrôle de la croissance et le développement des tissus osseux et nerveux. Le tissu nerveux contrôle donc de la vitesse de conduction nerveuse. Au niveau du tube digestif, contrôle du temps de transit et également contrôle du fonctionnement normal des organes génitaux. Donc ils ont plusieurs actions, d'où donc l'intérêt d'avoir donc une exploration globale pour pouvoir déceler soit une hyper ou une hypothyroïdie ou les hyperthyroïdies frustes. En ce qui concerne donc les conditions de prélèvement et d'analyse, il est surtout recommandé ce qui suit. Donc le biologiste il doit indiquer la méthode d'analyse utilisée, préciser les valeurs de l'intervalle de référence, comme j'ai dit déjà, donc à prendre en compte pour l'interprétation. La méthode de dosage de la TSH fait appel aux références, de préférence au dosage de la troisième génération, donc il y a première, deuxième et troisième génération. Donc troisième génération, donc elle est plus sensible. Une fois le dosage de la TSH effectué, le sérum devait être conservé au laboratoire au maximum 7 jours à plus 4 degrés. Pourquoi? Ça va permettre d'effectuer des éventuels examens de seconde intention qui seraient donc nécessaires sans avoir à prélever une autre fois le patient. Lorsqu'un dosage de T4 ou T3 est nécessaire, il est recommandé de doser uniquement la fraction libre des hormones parce que c'est la fraction qui est active biologiquement. Alors, aucun bilan biologique thyroïdien n'est à réaliser en absence de symptômes cliniques ou de facteurs de risque. Donc, s'il n'y a pas de facteurs de risque, s'il y a absence, donc il vaut mieux donc ne pas faire le bilan parce que c'est quand même coûteux. Alors, il n'y a pas lieu de dépister, systématiquement la population générale asymptomatique. Donc, un dépistage ciblé dans les populations à risque, il est recommandé surtout chez les patients ayant des antécédents personnels ou familiales de pathologie auto-immune, des patients avec antécédents de pathologie thyroïdienne, antécédents de thyroïdite subaiguë, patients porteurs de boîte, antécédents de chirurgie ou d'irradiation thyroïdienne ou cervicale, et chez les patients avec traitement à effet thyroïdien potentiel tels que l'amidodarone, le lithium, agent de contraste radiographique iodé, les interférents ou autres cytokines. Passons maintenant au dosage biologique statique et examen de première intention. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que chez les patients présentant des symptômes et ou des facteurs de risque de dysfonctionnement thyroïdien, donc il suffit de faire un dosage de TSH qui est nécessaire et suffisant en première intention. Donc, il n'est pas nécessaire de faire les autres dosages. Donc, en première intention, surtout, c'est la TSH. Pourquoi? Parce qu'elle représente un test sensible qui permet donc une évaluation précise de la fonction thyroïdienne en première intention. Alors, elle est très sensible aux variations du taux sérique de T4 libre, de la fraction libre de la T4. Et le taux, il varie avant que des anomalies du taux de la fraction libre de T4 ne soient détectables. Donc, c'est pour ça qu'il est préférable de doser en première intention la TSH. Alors, on peut avoir un taux normal, donc dans les œufs thyroïdiens, donc entre 0,4 et 4 unités internationales par litre. Donc, si on a un taux normal, donc cela exclut une hyper ou une hypothyroïdie. En cas de TSH supérieur à 4, donc on va suspecter une hypothyroïdie. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut faire attention parce que la TSH elle peut être abaissée lors du premier trimestre de grossesse et se normaliser ensuite. Donc, il est souhaitable d'effectuer un test de grossesse pour toute femme en âge de procréer en cas de TSH abaissée si elle n'a pas d'autres signes. La TSH, j'ai dit, elle est augmentée, donc on suspectera une hypothyroïdie. Si elle est vaste, donc on va suspecter, on est en présence d'une hyperthyroïdie. Et là, donc, il faut faire attention pour les femmes enceintes, j'ai dit, donc c'est surtout dans le cas où on a une TSH abaissée. Chez la femme enceinte, on peut voir un taux qui est abaissé lors du premier trimestre. Donc, deux situations peuvent se voir, donc, soit dans le cas des hyperthyroïdies cliniques, donc présence de symptômes cliniques évocataires et un bilan biologique thyroïdien perturbé, ou dans le cas d'une hyperthyroïdie fruste, c'est-à-dire infraclinique, présence d'un bilan biologique thyroïdien partiellement perturbé, mais il n'y a pas de signes cliniques francs qui sont apparents.
Alors, s'il y en a des signes de thyrotoxicose, c'est-à-dire qui existent, là, le dosage de la TSH doit être complété d'emblée par un dosage de la fraction libre de la T4. Le dosage statique de la fraction libre T4 et FT3, donc le dosage de la fraction libre T4, il est le meilleur indicateur de la fraction thyroïdienne que celui de la fraction totale. On a déjà dit ça parce qu'il est actif biologiquement. Il est effectué en deuxième intention si le dosage de la TSH est normal. Si plusieurs dosages successifs de la TSH sont élevés, là on peut doser aussi la T4 qui permet de différencier entre une hypothyroïdie fruste où la TSH est élevée, mais la T4 libre elle est normale, ou il s'agit d'une hypothyroïdie manifeste, donc TSH élevée et T4 libre qui est basse. Le dosage en première intention de la fraction libre, elle peut se faire en cas de suspicion de thyroïdie secondaire et également chez les enfants. Pour la fraction libre de la T3, donc ils sont moins indicatifs que ceux de la fraction de la T4 libre. Là, donc en deuxième intention, donc si il est demandé en deuxième intention si on a un taux de TSH qui est inférieur aux valeurs de référence. Concernant le dosage des anticorps anti-thyroïdes, donc vous avez trois principaux anticorps. Vous avez les anticorps anti-thyroperoxydase, les anti-TPO, donc avec une valeur normale inférieure à 34 unités internationales par millilitre, et représentent les meilleurs marqueurs de l'auto-immunité antithyroïdienne. Vous avez également les anticorps anti-thyroglobulines, anti-TG, donc avec une valeur normale qui est inférieure à 115, donc détectés au cours des pathologies auto-immunes thyroïdiennes et associés le plus souvent aux anti-TPO. Donc généralement, on demande les deux anticorps. Alors dans le cadre du cancer différencié de la thyroïde, on peut ajouter également la thyroglobulines. Alors vous avez également les anticorps antirécepteurs de la TSH, donc anti-TSHR ou TRAC, inférieur à 15 unités internationales par ml, qui peut être intéressant dans certaines formes cliniques atypiques. Alors ces anticorps antirécepteurs de la TSH sont des anticorps, des auto-anticorps qui sont dirigés contre le récepteur thyroïdien de la TSH présent sur les thyroïocytes. Donc comme j'ai dit, le dosage il est inutile dans le diagnostic d'une forme typique de la maladie de basse dose, donc c'est surtout dans les formes atypiques. Alors quel bilan demander? Donc comme j'ai dit, en première intention, c'est le dosage de la TSH, il est nécessaire et suffisant. Donc les éventuels autres examens utiles au diagnostic sont réalisés en seconde intention, mais en fonction du résultat de la TSH et du contexte, également du contexte clinique. Donc en pratique, nous avons trois situations sont possibles. La première situation, si on a un taux de TSH qui est diminué ou qui est bas, donc TSH basse, donc là il est recommandé de doser en première intention, en deuxième intention, la T4 libre. Donc première intention TSH, si le taux il est bas, là on va doser, en deuxième intention, on va doser la T4 libre. C'est pour ça qu'on a dit il vaut mieux garder le sérum après avoir fait le prélèvement et faire le dosage. Donc on doit garder au maximum une semaine à calories pour pouvoir justement réaliser ces paramètres. Alors en deuxième intention, elle peut confirmer donc le diagnostic et préciser l'intensité de l'hyperthyroïdie avant l'instauration d'une thérapeutique. Alors on va avoir selon le taux du T4 libre, donc on est dans le cadre d'une TSH. Donc on est dans le cadre d'une TSH qui est basse. Donc on va pour confirmer, donc on va doser la T4 libre. Alors la T4 libre, on va avoir trois situations. D'accord? D'abord une T4 qui est élevée. Donc là, il s'agit d'une hyperthyroïdie franche. Donc on a des examens complémentaires et là vous avez les différentes étiologies. On a une T4 qui est normale ou limite, dans la limite de la normalité. Donc là, il faudra poursuivre le dosage par le dosage de la T3 libre. Donc on va faire le bilan par un dosage de la T3 libre. Alors chez un patient qui est symptomatique avec une T3 libre augmentée, là on va penser à une hyperthyroïdie à T3.
Donc, je répète, si on a une T4 normale, si on a une T4 augmentée, donc une TSH basse avec une T4 augmentée, donc là on confirme l'hyperthyroïdie. Si par contre la T4 elle est normale ou à la limite de la normalité, on va voir si le patient, on va faire le dosage de la T3 libre. Donc si le patient il est symptomatique avec une T3 libre qui est augmentée, là il faudra poser le diagnostic de l'hyperthyroïdie à T3. Chez un patient qui est polysymptomatique ou monosymptomatique, c'est-à-dire il n'a pas beaucoup de symptômes, il a un symptôme ou plus ou moins deux ou trois, avec une T3 qui est normale, donc là il faudra penser à une hyperthyroïdie infraclinique. C'est-à-dire le bilan biologique il est perturbé, mais il n'y a pas de manifestations cliniques. Et là il faudra surveiller 3 à 6 mois par un autre bilan. Lorsqu'on a une T4 qui est libre, là il faudra penser à une hypothyroïdie, donc c'est une insuffisance par insuffisance hypophysaire. Dans le cas de possibilité, on va voir dans le cadre d'une TSH qui est élevée, donc il s'agit probablement d'une hypothyroïdie. Donc là aussi, on va faire le taux, on va donc doser la T4 libre. Alors si la T4 libre elle est augmentée, on va évoquer une hyperthyroïdie d'origine hypothalamo-hypophysaire ou un syndrome de résistance aux hormones thyroïdiennes, donc c'est pareil. Lorsque le taux est normal, donc il s'agit d'une hypothyroïdie qui est fruste, d'accord. Lorsque la T4 elle est diminuée, donc il s'agit d'une hypothyroïdie et on peut compléter avec les anticorps. Voici un tableau récapitulatif, donc des différents paramètres, surtout les trois paramètres TSH, FT4 libre, FT3 libre. Donc en cas d'hyperthyroïdie, on va avoir un taux bas de TSH et un taux élevé de FT4, FT3. En cas d'hyperthyroïdie fruste, TSH bas, FT4 normal ou à la limite supérieure à la normale. FT3, elle peut être normale ou à la limite supérieure à la normale. Dans les hypothyroïdies, la TSH elle est élevée, FT4 il est bas et le FT3 bas. Dans l'hypothyroïdie fruste, la TSH elle est élevée et FT4 et F3 sont normaux. L'anomalie sur l'axe hypothalamo-hypophysaire, quand il y a par exemple une tumeur montée hypophysaire, on va avoir les trois paramètres qui sont élevés. Alors une chez la femme, à savoir chez la femme enceinte, donc un taux de TSH anormal avec présence de facteurs de risque et ou des antécédents thyroïdiens, personnels ou familiaux. Donc là, il faudra faire le dosage de la fraction libre, FT4, et les anti-TPO doivent être réalisés donc en deuxième intention après la TSH. La surveillance biologique hors traitement par les antithyroïdiens de synthèse, donc dosage de la TSH à une périodicité qui va dépendre de la situation pathologique. Donc ça, là c'est le clinicien qui va définir les cycles du suivi donc, pour le patient en fonction de sa situation, de son état clinique et de sa situation pathologique. Dans le cas des hypothyroïdies frustes non traitées, dans les hypothyroïdies frustes non traitées chez une femme enceinte, l'hypothyroïdie traitée équilibrée. Dans le cas des hyperthyroïdies patentes traitées par l'iode radioactif ou traitées par chirurgie, ou dans le cas de traitement par médicament à effet thyroïdien. Alors la surveillance biologique elle change en cas de traitement. Là, si le patient il est sous traitement par les antithyroïdiens de synthèse, donc soit dans le traitement d'entretien, on va avoir un dosage seulement de la T4 libre, et dans le traitement de stabilisation, donc dosage de la FT4 libre. Et en cas de traitement d'entretien, si on ajoute encore des hormones thyroïdiennes, c'est-à-dire les antithyroïdiens de synthèse et les hormones thyroïdiens, on va avoir le dosage TSH et la FT4 libre. Alors pour détailler un peu plus, là, par exemple, chez un patient qui a une hyperthyroïdie, donc par exemple maladie de base d'eau chez un adulte, alors là, on va traiter par les antithyroïdiens de synthèse. Après 3 à 4 semaines ou à 5 semaines, on doit doser uniquement la T4 ou la T3 s'il s'agit d'une hyperthyroïdie à T3.
Donc s'il s'agit d'une hyperthyroïdie, donc on va doser 3 à 4 semaines après le début du traitement, donc on dose la T4 libre. S'il s'agit d'une hyperthyroïdie à T3, donc on va doser la T3 libre. D'accord. Ensuite, il y a la poursuite du traitement. Ensuite, après 8 semaines, on dose la T4 et la TSH en même temps. Alors, quels sont les points à retenir? Donc, en première intention, le dosage isolé de la TSH est suffisant pour le diagnostic et la surveillance des dysthyroïdies dans la quasi-totalité des cas. Le dosage de la T4 libre doit être limité aux 2 à 3 premiers mois de traitement d'une hyperthyroïdie, plus à la surveillance des hyperthyroïdies traitées par antithyroïdiens de synthèse seul, au suivi initial des patients recevant une thérapie de remplacement par thyroxine, tant que la TSH est augmentée. Donc, une fois le traitement, il y a des antithyroïdiens de synthèse plus les thérapies de remplacement. D'accord, là, on doit ajouter comme paramètre de surveillance la TSH. Et en rare situation où on soupçonne une maladie hypophysaire ou hypothalamique, là, il faudra également donc faire le dosage de la T4. La prescription du dosage de la T3 libre doit être exceptionnelle, comme j'ai dit, sauf quand il s'agit d'une hyperthyroïdie à T3 libre. Donc, le cours sur la stratégie d'exploration de l'axe thyroïdien il est terminé. Donc, au prochain cours, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser via mon adresse mail. Merci.